Merci d'être venu. On va ce matin, en toute simplicité, entre nous débattre et vous présenter un certain nombre d'éléments sur un sujet qui est important. C'est un des grands dossiers, je dirais, du mandat, un des premiers grands dossiers qui démarre. Et on va vous expliquer pourquoi il démarre, on va vous expliquer un certain nombre de points. Alors, on va procéder de la façon suivante, si vous voulez bien. Je vais vous faire un petit chapeau rapide, très rapide du sujet. Ensuite de ça, on va vous présenter un PowerPoint. Ce sera plus facile pour vous de pouvoir le lire, prendre le temps, des photos, des visuels. On vous remettra à la fin un dossier presse extrêmement précis, vous aurez tout. Alors ce que je vous propose, ce que je vous demande, c'est de ne pas poser de questions pendant la présentation. Vous notez les questions que vous souhaitez poser, on répondra bien sûr à la fin à toutes les questions que vous allez poser sur ce dossier. Et pour qu'on puisse dérouler, si vous voulez, pour la compréhension et les explications de ce sujet, je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez et on vous donnera toutes les réponses. Si on a les réponses, en principe, on devrait les avoir. Donc voilà. Donc, alors, le dossier de délégation de service public des plages de Montreux. Alors, je dirais que ce dossier, il faut quand même un peu l'élargir, hein, parce que ce n'est pas que le problème de relancer la délégation de service public des plages, c'est en réalité la continuité, si vous voulez, de la première phase d'aménagement qui a été l'aménagement de l'esplanade des Sablettes avec le parking. Donc j'en parle parce que étant à l'époque adjoint à l'urbanisme, je connais un peu le sujet. Donc à l'époque, c'était le première grande partie, on réaménageait toute l'esplanade des Sablettes et on crée le parking de la Ville. La deuxième phase, c'est de poursuivre dans la même idée, de la fin pratiquement au niveau de Menton Plus, de poursuivre jusqu'à la plage publique de Rondelli, sachant qu'une troisième phase avait déjà été abordée en étude par mon prédécesseur Jean-Claude Kival, qu'on a repris nous depuis, qui est donc le réaménagement de tout l'espace Rondelli, c'est-à-dire à partir du stade, du parking, de tout l'emplacement où il y a le Super U, ça c'est ce qu'on appelle l'espace Rondelli. Donc ça c'est une troisième phase, on n'en parle pas du tout aujourd'hui. Et donc c'est la troisième phase de tout ce réaménagement, je dirais, de la vue de la carte postale que l'on a de Menton, le parc du Vieux-Port, l'esplanade des Sablettes, c'est fait. Ensuite tout l'aménagement de l'espace des plages. Et en troisième phase, mais il n'y est pas encore, ce sera donc ce que j'appelle l'espace Rondelli. Chaque fois qu'un grand projet se déroule dans une ville, c'est pas propre à Menton, hein, chaque fois qu'un grand projet se déroule dans une ville, ça suscite, et c'est normal, tout de suite un certain nombre de questions, d'interrogations. Je peux même me permettre de dire que ça suscite un certain nombre de fantasmes. Je me rappelle tout simplement ce qui s'est dit et ce qui s'est même écrit à certains moments pour le parking de l'esplanade des Sablettes. La vieille ville va s'écrouler, le tunnel Molinari va être fermé, l'eau va rentrer dans le parking, ça fera un aquarium, bref, les restaurants ne marcheront jamais, personne ne viendra se promener sur l'esplanade. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous donner les réponses, hein, vous êtes à Menton, vous les connaissez. Heureusement, aucune de ces prédictions ne s'est réalisée, et je crois qu'on peut dire objectivement, sans dire de bêtises, que les Mentonnaises et les Mentonnais, parce qu'à la base c'était quand même fait pour eux, même si c'est fait pour attirer et valoriser le tourisme, c'était quand même fait pour les Mentonnaises et les Mentonnais, se sont réellement appropriés, au-delà des 2 mois ou 3 mois de vacances, cette esplanade, se sont appropriés pour la plupart les restaurants et les commerces. Alors, il y a des restaurants qui marchent mieux que d'autres, ça c'est la loi du commerce, et aujourd'hui on peut dire, sans exagérer, que c'est une réussite. Le parking, si on avait pu faire 2 étages de plus, on serait content de les avoir. Donc voilà, ça c'était pour replacer dans son contexte l'opération des plages. Premier point. Pourquoi ça a été lancé maintenant? Là je vais être très bref sur les différents points qu'on aborde. Ça a été lancé maintenant tout simplement parce que c'est la loi. La concession que l'État avait accordée à la ville de Menton, laquelle ville recédait en sous-concession les plages privées, s'arrête définitivement le 31 août 2023. Sachant que ça fait déjà 3 fois qu'il y a des prolongations de 3 avenants successifs
qui ont été faits. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans que les délégataires qui sont en place sont en place. C'est la loi, 31 août, pas discuter, 31 août, c'est comme ça qu'il faut le faire. On vous expliquera toujours plus en détail sur le PowerPoint. Ensuite, il y a un cahier des charges qui a été fait pour répondre à cette compétition. Il faut bien donner les règles dans la compétition. Et ce cahier des charges, il a été fait en étroite collaboration avec les services de l'État. Parce que vous êtes tous journalistes, vous savez que le sujet du littoral, de l'utilisation du domaine du littoral, des plages privées, il n'y a pas qu'à longtemps dont on en a parlé, on en parle un peu partout, on en a parlé dans le Var, et en général, il y a même des endroits où ça ne s'est pas forcément spécialement bien passé. Ça a été quand même moins gentil qu'à Menton. Toutes ces règles ont été définies dans le cahier des charges après 2, 3, voire 4 réunions avec tous les services de l'État. La sous-préfète, qui entre-temps a changé, c'est une nouvelle qui est en place maintenant, qu'on a également rencontré, je l'ai rencontré pour rediscuter de ce dossier il y a une semaine. Les services de la DDTM qui ont également changé, et j'ai rencontré avec le premier adjoint le nouveau patron de la DDTM, qui nous fait un très bon accueil, et qui vient du Var, donc il connaît bien le dossier des plages. Ensuite de ça, un autre service de l'État qui s'appelle la Tréal, que nous avons rencontré pour d'autres sujets. Donc on a travaillé vraiment, je dirais, en parfaite osmose, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas intégrer dans le cahier des charges des points qui nous seraient reprochés après ou qui bloqueraient l'avancée de ce dossier. Inversement, l'État, on a défendu un certain nombre de points, l'État en a intégré un certain nombre, et nous a dit que dans d'autres, il fallait qu'on dépose, je dirais, un certain nombre de demandes, et qu'elles seraient étudiées, entre autres, sur ce qu'on appelle le démontage, pardon, je fais attention au mot, c'est pas une démolition, le démontage des plages, puisque la loi impose, si vous voulez, que la plage soit en place du 15 juin au 15 octobre. 15 octobre, normalement, et c'est pas propre à Menton, c'est pareil à Nice, c'est pareil partout, c'est pareil dans toute la France, ça doit être totalement démonté. Sauf s'il y a une dérogation accordée par l'État. À Menton, jusqu'à ce jour, je ne rentre pas dans les détails techniques, il y avait une tolérance qui avait été accordée pour que les plages de Menton ne soient pas démontées chaque année le 15 octobre. Entre-temps, Menton a obtenu, c'est relativement récent, a obtenu le label Menton du touristique, qui est un argument pour pouvoir demander à l'État la tolérance de rester ouvert 48 semaines d'affilée sans avoir à démonter, sous un certain nombre de contraintes qu'on est en train de discuter avec l'État. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, 31 août, c'est une date, pas de problème, il faut que ce soit fait. Alors, on n'arrive pas le 31 août avec des bulldozers, il faut quand même aussi qu'on se dise des choses clairement. Et ça fait donc 3 ans et demi que les délégataires actuels savent très bien qu'ils vont devoir repartir en compétition, et ça fait plus de 6 mois qu'on a des réunions régulières avec eux pour discuter de ce sujet, de voir comment on procède, et d'essayer de trouver, je dirais, le maximum de solutions, de petits détails qui peuvent les aider. Alors, pendant 1 mois et demi, 2 mois, je n'ai pas reçu les plagistes, que ce soit le syndicat partiel des plagistes, les BARF, ou d'autres plagistes. Pourquoi ? Parce que la première phase de la délégation du service public avait été lancée, donc la compétition était en cours, et là, je me devais d'une stricte neutralité, ainsi que tous les autres élus. Nous ne sommes pas allés, avant le début juillet, ils n'ont pas mis les pieds sur les plages, je n'ai reçu personne. Par contre, maintenant qu'on est dans la phase transitoire, puisqu'on relancera, on en parlera tout à l'heure, la deuxième phase de cet appel à candidature, on a reçu en effet les plagistes, on a fait une réunion avec eux la semaine dernière, où tous les plagistes étaient conviés pour faire un point, et puis rentrer dans quelques détails techniques pour ce qui va se passer début septembre, à partir du 31 août et début septembre. Donc voilà ce que je voulais faire comme chapeau en préambule. Donc jamais le dialogue n'a été refusé, jamais le maire n'a refusé de recevoir qui que ce soit, simplement j'ai appliqué la règle, la loi, je ne dois pas recevoir pendant qu'on est en phase de compétition.
Ensuite de ça, les dates, on les a respectées. On respecte la loi. Le 31 août, c'est le 31 août, ça a été décidé, arrêté. Et ça fait 2 ans et demi que tout le monde sait que c'est le 31 août, sachant qu'il y a eu 2 ans et demi supplémentaires. Ça fait donc, non pas 12, mais 15 ans et demi que les délégués internes se sont en place. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour faire un petit chapeau, maintenant je vais m'arrêter et passer la parole à Christophe Zéva qui va vous présenter le PowerPoint. Christophe, à toi. Bonjour à tous. Donc on va commencer le PowerPoint. Donc 6 juin, voilà un visuel de ce que donnera l'aménagement de la promenade de la mer une fois l'ensemble des travaux finis, tant de la part de la ville que de la part des futurs exploitants de plage. Une petite photo aérienne vous montrant exactement l'emprise du chantier et de l'opération Promenade de la mer. Donc on part bien de la fin des Salettes, qui se situe ici sur la gauche du plan, jusqu'à la plage publique Rondelli, qui est ici. Donc cet aménagement se fait sur tout le linéaire. Ici vous avez un autre visuel qui vous permet d'apprécier, on va dire, la qualité du dallage qui sera mis en œuvre, qui sera totalement identique à celui qu'on a mis sur l'esplanade des Salettes, avec ici la création d'un deck, donc en bois, identique aussi à celui de l'esplanade des Salettes, et un visuel sur les établissements de plage. Voilà. Ça permettra aussi, on verra plus en détail, de permettre une accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit pour la partie des locaux sous le trottoir Porte de France et aussi pour accéder aux établissements et à la promenade piétonne qui se situera à ce niveau-là. Donc ici, un plan un peu plus technique présentant le plan masse projet d'aménagement, qui est coupé en deux, là, juste pour que ça puisse... Donc ici, la jonction avec l'esplanade des Sablettes. On voit bien ici qu'on a bien la prolongation du deck jusqu'à la fin du projet qui arrive jusqu'à la plage Rondelli. Et ensuite, en couleur plus orangée, toute la partie dallage. Et on pourra aussi, suivant la nature du sol qu'on va rencontrer, potentiellement mettre quelques arbres sur la partie basse donc de la voirie au niveau des établissements. Ici, on a quelques coupes techniques qui permettent de se représenter un peu les espaces. Donc nous avons une voirie réduite qui passe à 8 mètres de large afin de pouvoir faire ici une promenade piétonne en partie haute, si on peut dire, dans la continuité de la plage et des établissements. Ça permettra aux usagers de pouvoir aussi cheminer. Ce que je vous disais, c'est potentiellement pouvoir planter quelques essences d'arbres aussi sur la voirie. On a repensé aussi l'éclairage public afin de pouvoir avoir une meilleure diffusion lumineuse sur l'ensemble du projet. Donc encore quelques coupes techniques qui permettent d'apprécier le futur rendu de l'aménagement. Ici, un détail sur la jonction avec l'esplanade des Salettes, qui se situe ici. Donc ici, on voit bien, du coup, on fait une prolongation du deck, création et agrandissement de jardinières existantes, permettant la mise en place d'essences d'arbres et aussi des massifs arbustifs. Ici, donc en partie centrale, on était ici, sur la vue précédente, on était au début du projet. Là maintenant, sur partie centrale, où ici nous avons 2 rampes d'accès PRR permettant d'accéder de la promenade piétonne sur la voirie à l'espace du deck. Donc vous avez les 2 rampes d'accès. Et de la même manière, à la fin du projet, nous avons aussi une 3e rampe d'accès, ce qui fait que l'ensemble du projet est accessible aux personnes à mobilité réduite, entre autres, que ce soit au début, au milieu et à la fin. Donc ça a été fait de manière uniforme, homogène,
afin de pouvoir rendre accessible l'ensemble de tout cet espace-là. Ici, ce sont les exemples de matériaux qui seront remis en place, donc à l'identique de l'esplanade des Sablettes, que ce soit le dallage ou le deck. Ici, ce sont quelques exemples de mobilier urbain qui pourront être aussi implantés sur ce nouvel aménagement. Avec ici, c'est les candélabres qui sont identiques à ceux des Sablettes. Ici, ce sont des bornes d'accès afin de pouvoir contrôler les accès des différentes personnes pouvant être autorisées à acheminer. Et ici, nous avons quelques essences d'arbres avec une répartition des différents massifs arbustifs qui peut être faite dans chaque jardinière. Donc ça, voilà, ce sont des exemples de ce qui pourra être fait. Donc, les systèmes d'arbres avec les systèmes d'ancrage de l'arbre au moment de sa mise en œuvre, avant que son système racinaire puisse se diffuser et être totalement stable. Voilà. Je ne sais pas si j'étais un peu rapide, mais voilà l'ensemble du projet présenté. Merci Christophe. Moi je vais rentrer maintenant un peu plus dans certains détails. Donc je vous l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc il y a eu 3 prolongations qui ont été faites sur 12 ans. Alors pourquoi elles ont été faites? Bon, d'abord parce qu'on s'est trouvé à l'époque, la première c'était à cause du Covid, tout le monde s'en rappelle. La deuxième, c'était parce que comme on doit refaire tous les réseaux, Christophe vous l'a montré sur la partie donc, de voirie, l'ensemble des réseaux doivent être refaits parce qu'ils datent, je dirais, de Mathusalem, ils ne sont vraiment pas en très bon état. Donc ça c'est la carte qui est chargée de ce travail, puisque chaque collectivité intervient en fonction de ses compétences. Et puis ensuite, il y a eu, je dirais, les décès malheureusement dans le petit bal, les élections, bref, tout ça font que tout a donc été décalé sur 2 ans et demi. Comme j'ai dit, 15 ans d'activité au lieu de 12. Les exploitants ont été reçus, je l'ai dit une fois, le 27 septembre 2022, ensuite 2 fois le 18 et le 23 août 2023, donc juste avant qu'on attaque. Le 23, c'était donc la semaine dernière. Donc, actuellement, vous avez dans le premier lancement de la délégation de service public de cette compétition, je tiens à préciser que tous ceux qui sont en place aujourd'hui ont répondu à la première compétition, si je me remets l'expression. Donc, ils ont tous répondu. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont répondu. Il y a 9 lots qui doivent être attribués et choisis. Sur tous les lots, tout le monde a répondu. Alors, il y en a plus ou moins, là je ne rentre pas dans le détail, mais sur tous les lots, tout le monde a répondu, et tous ceux qui sont en place ont également répondu. Actuellement, vous avez 4 dossiers qui sont, je dirais, dans une discussion beaucoup plus avancée, et qui normalement, les quelques questions qui sont en discussion avec eux sont, je dirais, non pas bénignes, mais enfin, les dossiers sont bons, il y a quelques points qu'il faut tirer au clair avec eux, et si c'est validé, ces 4 dossiers-là seront officiellement validés le conseil du 27 septembre, c'est-à-dire le 27 septembre. Mais ça veut dire que s'il y en a 4 de validés, il y en a 5 où pour l'instant on n'a pas encore de gens qui ont répondu avec des dossiers qui correspondent, qui permettent d'entamer cette deuxième phase de négociation. En conséquence de quoi, début septembre, enfin vers la mi-septembre exactement, on va relancer donc la délégation de service public avec le même cahier des charges, bien évidemment, et reprendre la même procédure. Bon, sachant que si la première fois tout le monde a répondu et qu'il y a eu plusieurs réponses sur l'ensemble des lots, il n'y a pas raison que ça ne peut pas aller la deuxième fois, ça, je ne peux pas le soleil, je ne peux pas vous le dire. Donc on va relancer ça le 15 septembre, même cahier des charges, même méthodologie. Les gens qui ont des questions à poser, il leur a répondu chaque fois qu'ils posent des questions sur avoir des précisions sur le cahier des charges. Et là, l'objectif, c'est que les 5 lots qui ne seraient pas encore validés, les discussions aient lieu pour que ce soit fait pour plus tard, la fin de l'année. Voilà donc la procédure qui est donc actuellement en cours et qui sera donc relancée vers le 15 septembre.
poser, j'anticipe, bon, si un lot à l'arrivée, une fois que la deuxième phase est lancée, si on se retrouve avec un ou deux lots qui ne seraient pas attribués parce que ça ne correspondrait pas, ben, il y a deux solutions, soit on relance éventuellement une troisième fois pour le ou les lots, soit on considère qu'on reste avec le nombre de lots qui nous suffit, ça c'est une décision qu'on prendra dans le rendu. De toute façon, ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors important, non ça je vous l'ai dit, les conditions de la prochaine délégation de service public. Bon, c'était très bien expliqué dans le cahier des charges, c'est pour 12 ans. Et comme c'était le cas d'ailleurs précédemment, ils ont eu 3 ans de plus presque pour la raison que j'ai évoquée, là c'est vrai que c'est pour 12 ans. Sachant que comme ça se termine en 2036, ça risque sûrement d'être 12 ans plus 1 an, puisque donc, enfin, elle ne peut pas lancer une DSP pour plus de 12 ans, c'est la loi. Donc elle est lancée pour 12 ans, mais il y a une grande chance que ça passe 1 an de plus pour qu'on arrive à la fin de la concession et de l'accord entre l'État et la ville en 2036. Après, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui ce qui se passera, il y aura une nouvelle discussion entre la ville et les services de l'État, on n'y est pas encore, on a le temps, mais donc la délégation c'est 12 ans. Période d'exploitation, j'en ai parlé, 15 avril, 15 octobre, je ne reviens pas sur ce que je vous ai expliqué déjà. Normalement, donc, les exploitants doivent démonter et rendre l'espace public. C'est d'ailleurs marqué dans le cahier des charges, hein, c'est bien inscrit et puis c'est la loi. Donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit. Dans le cas de la DSP et de la DSP actuelle, les plagistes, c'est marqué dans le cahier des charges, sont censés les monter chaque année. Ils ne l'ont jamais fait, je vous ai expliqué pourquoi. Ensuite, il y a le problème de sécurisation des plages. S'il y a des questions, on vous répondra. Et c'est sûr que si il n'y a pas, je dirais, un accord, si les demandes que l'on a faites du fait que Menton est une ville qui a obtenu le label touristique et qu'on souhaite, comme on l'a demandé, avoir les 48 semaines, si par malheur, pour l'instant je ne m'avance pas, si on n'obtenait pas cet accord de l'État, le montage devrait se faire le 15 octobre. Alors, on a déjà eu des discussions, disons qu'on est relativement optimiste, puisqu'il y a déjà eu une tolérance pendant pas mal de temps, et que là on a en plus ce fameux label qui peut nous permettre de demander cette exception. Alors, les travaux, je vous en ai parlé, la nature des travaux, on vient de vous les présenter. Alors, on n'a peut-être pas assez insisté sur un point, c'est pour la montrer toute la partie qui est la partie, je dirais, avec la poursuite du deck, l'installation des équipements pour les plages, où on peut se restaurer, boire un verre comme c'est le cas actuellement, puis ensuite l'espace proprement, maritime avec les matelas, ça ne change pas, ça sera pareil. Et de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous vous promenez, de l'autre côté, sur la partie, je dirais la partie gauche, qui est sous l'avenue de la Promenade du Soleil, c'est là où se trouvent en général les cuisines de la partie restauration des plages, puisque dans chaque lot, vous avez la partie sur la plage, et puis de l'autre côté, vous avez un endroit où ils ont leur cuisine, leur frigidaire, leurs aménagements. Même dans certains cas, il y en a qui ont un bar, il y en a quelques-uns qui ont une terrasse, quelques chaises, d'autres où il faut être franc, c'est un joyeux foutoir, quand on se promène, il y a un peu de tout. Donc ça va être fait de façon, très structurée, équivalente à chacun. Voilà, on voit là, vous le voyez beaucoup mieux sur cette photo. Chacun aura donc, bien sûr, son espace où ils pourront avoir toute la partie cuisine, équipement, sachant que, je précise, parce que ça aussi c'est important, c'est marqué dans le cahier des charges, toutes les installations concernant la partie cuisine doivent être aux normes de ce jour. C'est-à-dire que si des installations étaient faites il y a 12 ans et que ce n'est pas aux normes aujourd'hui, il y a des choses qu'il faudra changer. Ça, c'est parfaitement expliqué, parce qu'on a entendu, pareil, dire on nous fait faire toutes les cuisines. Oui, si c'est pas aux normes, il faut les refaire. Si par contre c'est parfaitement aux normes, il n'y a pas obligation à les refaire. Tout ça, c'est très bien expliqué. Pareil, les terrasses, vous pouvez très bien, chaque délégataire pourra, si le juge utile, avoir le droit de mettre des chaises, quelques tables, donc les gens viennent boire un verre, prendre le café, même manger un morceau s'ils veulent. Voilà, donc c'est bien aussi précisé dans le cahier des charges. Par contre, vous verrez que la volonté, c'est d'avoir une harmonisation, comme on a d'ailleurs un peu sur les
l'esplanade des Sablettes. L'esplanade des Sablettes, vous avez plusieurs restaurants, il y a une certaine unicité dans la présentation. Alors, ça varie au niveau des tables, des chaises, des couleurs. Bon, il y a un cahier des charges couleurs avec, je crois, 7 couleurs à utiliser, donc on ne leur impose pas d'être tout en blanc, tout en rouge ou tout en beige. Bon, nous on change tous les réseaux, on l'a expliqué, hein, c'est un gros travail, les eaux usées, tous les réseaux sont changés, de manière à ce que, pareil, on ait une continuité et qu'on ait une installation qui puisse durer plusieurs dizaines d'années. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, quand même un point important, parce que qui dit travaux dit argent. Alors, d'abord, un calendrier que vous retrouverez, donc, je vous dis, fin des DSP, 31 août. On commence les installations sur place des chantiers vers le 11 septembre. Les démarrages de travaux de démolition et certains les comptent faire eux-mêmes, c'est pour ça qu'on expliquait la mise en place de containers, c'est le 18 septembre. Fin prévue des travaux, avril 2024. Ouverture au public des établissements, fin juin 2024. C'est-à-dire que les délégataires, ceux qui seront délégataires, auront un peu plus de 2 mois pour aménager, je dirais, la partie haute que vous avez vue, et certains en même temps pour de refaire ou pas leur équipement de cuisine, suivant qu'ils soient dedans ou non. Le coût total de ces travaux, alors je vais raisonner en TTC parce que c'est pour faire, est estimé à peu près à 6,8 millions l'ensemble des travaux au niveau de la ville, hein, je parle. À la charge de Menton, 5,8 millions, charge de la CARF, 960 000 €. Je précise, et c'est très important, que nous avons un montant prévisionnel de subvention que nous avons négocié et obtenu de la part des différentes autres collectivités de l'ordre de 4 500 000 €. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est une opération qui coûte à l'arrivée un peu plus de 400 000 € sur un zone TTC, 300 000 € hors taxe, un peu plus de 400 000 € en coût global. Voilà les éléments que je voulais vous donner. Donc, après vous avez posé vos questions, simplement ce que je voulais terminer en conclusion, c'est que les services de la CARF, les services, Sylvain Michel, qui est directeur général des services techniques de la CARF, René Bardine, qui est directeur général des services techniques de la ville de Menton, Patrice Soleil, le premier adjoint que vous connaissez, vous avez l'adjoint aux finances qui est présent, je pense que c'est important, l'adjoint au commerce, je regarde, non, il n'y a pas d'autres adjoints, d'autres élus, et en fait, j'ai confondu Michel en face de moi, pardon. Après, c'est de là qu'il y a l'adjoint aux travaux, ce qui s'impose bien évidemment. Voilà, donc on va tous être extrêmement présents, vigilants, alors bien sûr pour que les choses se passent bien, que les délais soient tenus, et surtout de voir tout ce qui sera possible de faire pour faciliter la tâche et aider les plagistes, qui soient d'ailleurs retenus ou pas retenus, de toute façon, il faut qu'ils démontrent, c'est la même activité pour tout le monde. Voilà, donc on souhaite que tout ça se passe. Alors je sais que c'est une période qui est un peu compliquée, plus pour certains que pour d'autres. Ce qui est important, c'est de faire comprendre qu'il y a cette volonté, et je vais terminer là-dessus, de poursuivre tout l'aménagement de l'espace public qui va être avant tout dédié aux Mentonaises et aux Mentonais. Et l'objectif, c'est pas de faire des plages où les prix vont grimper de 500%, comme ça se fait dans d'autres communes ou d'autres pays, entre guillemets, ou d'autres principautés voisines. On est à Menton, mais par contre, bon, il faut qu'on fasse un effort de réaménagement. Et quand j'entends tous les commentaires, celui qui sont faits quand on se promène dans la rue, mais même sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a de temps en temps de bons commentaires, c'est en général des gens qui trouvent que c'est une ville merveilleuse, qu'on y est bien, que c'est fantastique, que c'est formidable. Il faut qu'on continue à l'améliorer, il faut continuer à la faire vivre. J'ai même vu dans la presse, et j'en remercie ce matin, qu'il y a 5 lieux branchés où on peut le soir aller boire un verre et s'amuser. Donc c'est vrai, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux de plus. Voilà, l'objectif c'est poursuivre le vivre ensemble, aménager cet espace, et il y aura des gros efforts de fait également sur la sonorisation pour que, même en période estivale, on puisse s'amuser sans forcément perturber les autres.
Voilà, merci de votre attention. Et puis maintenant, on va passer aux questions. Si vous avez, j'espère que vous avez des questions. Alors, qui se lance pour la première? Ah, on va vous passer le micro parce que... Bonjour, Maxime Rovello de ce matin. J'avais juste une question très rapide sur le risque maritime, les coups de mer. Est-ce que ça a été inclus dans le cahier des charges? Est-ce qu'il y a une disposition particulière qui a été faite face à ce risque-là? Merci. Oui, bonjour, donc Sylvain Michelet, DGST de la CAF. Donc effectivement, c'est un sujet qui a été intégré dans cet aménagement, mais également dans l'aménagement et la protection de l'ensemble du littoral mentonais, sur lequel nous avons différents projets qui sont présentés et étudiés et qui sont donc en relation avec les services de l'État. Et plus spécifiquement sur ce projet, nous, au niveau de la CAF, nous prévoyons de réaliser un ouvrage maritime pour pouvoir protéger cette baie qui est aujourd'hui soumise aux aléas des dégoûts de mer. Et donc pour protéger cette baie et pouvoir pérenniser l'espace balnéaire, nous avons donc prévu un ouvrage maritime qui est présenté au niveau des services de l'État et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'allers-retours. Et donc nous sommes dans la phase de remise des derniers éléments sollicités par les services de l'État et qui nous permettrait d'envisager un démarrage de ces travaux donc à l'automne 2024 pour une fin des travaux pour l'été 2025. Voilà un peu la programmation telle qu'elle est envisagée à ce jour par rapport au projet donc de protection de ces données. Je précise, merci Sylvain, je précise un point, c'est que dans le cahier des charges, il est également indiqué que, comme on a eu, ça ne sera pas fait pour 2024, c'est clair, c'est bien vous expliquer pourquoi, dans le cahier des charges, il est indiqué que pour la partie plage, puisque vous avez surtout deux ou trois plages plus touchées que les autres, qu'un relevé sera fait de telle manière que quand les facturations d'utilisation des plages sont faites, elles correspondent à la réalité. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on regarde, si vous voulez, les dossiers de cahier des charges, pour une plage, je dis, mettons, n'importe quoi, 650 mètres carrés de plage, autant de matelas, si on s'aperçoit que les différents relevés qui ont été faits, il y a que 420 mètres carrés, ils seront facturés sur 420 mètres carrés. Donc ça, c'est inscrit également dans le cahier des charges. Bonjour, Julien Raymond, France Bleu. J'ai bien entendu, M. Juel, que vous disiez que du côté des plagistes, l'objectif n'était pas une montée en gamme au niveau des prix affichés à la carte. Eux, ils affirment néanmoins que les travaux leur coûtaient entre 600 000 et 800 000 euros qui sont à leur charge et que par conséquent, pour amortir les coûts des travaux, les prix à la carte, les prix des transats, notamment au bord de mer, ne font que grimper assez largement. Merci. Alors ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, hein. Ça c'est leur responsabilité. Bon, déjà actuellement, pour ceux qui se promènent et qui vont de temps en temps aux plages, bon, d'abord toutes les plages ne font pas aujourd'hui le même prix du matelas. Hein. Si vous vous promenez, vous verrez qu'il y en a qui sont à 20 euros, d'autres à 25, d'autres à 35, et que j'allais dire qu'on est tout courant des chiffres d'affaires, bien évidemment, de chaque plage, et on sait quel prix ils affichent. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, que les plages pratiques aujourd'hui, éventuellement les tarifs les plus chers, ne sont pas celles du tout qui font le plus bas chiffre d'affaires, bien au contraire. Bon, maintenant, dans les discussions, que les matelas qui sont actuellement aussi, on a un prix, on est vraiment dans la partie prix relativement bas quand on regarde par rapport aux autres stations balnéaires, j'entends des Alpes-Maritimes, hein, je ne vais pas au-delà, mais que ce soit sur Roquebrune jusqu'à Nice. Bon, on se situe vraiment dans la partie, disons, la plus basse. L'objectif, c'est en effet pas de le faire monter. Alors, ils estiment. Bon, moi, on a fait faire par l'AMO qui nous a aidés, on a fait faire, bien sûr, des business plans pour regarder, on ne s'est pas lancé comme ça n'importe comment. On a discuté avec des gens qui également tiennent des plages dans d'autres stations balnéaires. Alors, ça dépend, j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un qui est actuellement en place doit refaire son installation, bien sûr, telle qu'on la demande, mais refaire par exemple toute l'équipe
l'équipement de ses cuisines parce qu'elles ne sont pas en normes, c'est sûr que ça va revenir plus cher que quelqu'un qui a sa cuisine aux normes. Bon, maintenant, ça semble aussi de bon sens quand on refait quelque chose complètement neuf pour être d'abord contrôlé. Et deuxièmement, c'est la moindre des choses que toutes les installations soient aux normes. Ça me paraît évident. L'engagement moyen, je dirais qu'il est plutôt proche de 500 000 € que de 800 000. Alors, je vais même faire des chiffres parce que je suis prudent pour ne pas vous dire de bêtises, parce qu'après on va dire j'ai dit de bêtises. 350 à 450, vous voyez, j'avais même monté un peu, c'est sympa. 350, 450. C'est à peu près le prix d'engagement moyen. Je pense en effet que malgré tout, les cuisines, ça a joué si quelqu'un doit refaire toutes ses cuisines par rapport à un autre, c'est évident. C'est amorti sur 12 ans, et vous avez deux activités, il y en a trois, mais l'activité qui est l'activité plage, à la base, donc c'est le prix des matelas, mais il ne faut quand même pas oublier l'activité restauration qui est loin d'être négligeable, et qui fait un chiffre d'affaires relativement important, et c'est sûr qu'il y a des plages ou des restaurants qui marchent mieux que d'autres, parce que c'est pas la même restauration, c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes prix. Bon, tout ça, c'est la loi du commerce, on ne contrôle pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu l'occasion de discuter avec déjà de nombreux plagistes, y compris un certain nombre qui vont être reconduits pour l'année prochaine. L'objectif, bien sûr, ils ont un business là, ils le regardent, mais vous n'aurez pas des hausses qui seront énormes. Il y aura peut-être quelques euros de hausse à certains endroits, oui, mais l'objectif, c'est qu'on reste à des prix qui soient des prix correspondant à Menton. Ça, c'est l'objectif. Donc, il ne faut pas forcément, je dirais, croire tout ce qu'on dit. Juste un petit détail donc, sur le montage des structures, essentiellement des baies vitrées, où il y a un type de matériel particulier. Merci Nadine, ça a été un grand débat. Alors, quand on dit baie vitrée, ça ne veut pas dire que c'est en verre. Voilà, je précise, il suffit de prendre le Larousse et de regarder ce qui est marqué dans le Larousse. Ça peut être, c'est des baies transparentes, ça peut être en polycarbonate, en d'autres matières, mais ça n'a évidemment pas, on n'impose pas de faire des baies en verre. Je dirais, c'est le bon sens déjà pour commencer, et le terme technique c'est baie vitrée. Il y en a actuellement qui sont dans mon ancien équipement, ce qui est un qui sont démontés, il y en a qui ont déjà des baies vitrées mais qui ne sont pas en verre. Donc c'est très clair, ça va être en matière transparente, il y a plusieurs types de matières, mais c'est pas en verre. Enfin, s'il y en a qui veulent mettre du verre, bon, on ne mettront pas, hein, c'est pas conseillé non plus. Donc ce cahier des charges, c'est pour que chacun en ait. Ce qui est le cas actuellement, hein, quand vous y allez, surtout l'été, il faut que ça puisse être ouvert, et l'hiver, ça reste une certaine transparence, ça va de bon sens. Comme les percées, on n'en a pas parlé, mais j'en dis un mot. Il y a un permis d'aménagement global qui a été déposé, validé par l'architecte des bâtiments de France, comme ça a été le cas pour les esplanades des Sallettes. Ensuite, on est juste à côté du site de protection de la vieille ville, dans ce qu'on appelle le cadre également, on est proche du PSCB, donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. L'architecte des bâtiments de France et les services de l'État souhaitaient qu'entre chaque exploitation, il y ait des percées visuelles pour que l'on puisse, de la promenade du soleil et quand on se promène sur le deck, avoir régulièrement des vues sur la mer et pas avoir une fermeture quasi permanente tout le long de la promenade. Voilà. Alors, il y en a qui ont dit que ces percées étaient trop grandes, pas assez grandes, bon, on peut discuter de tout, hein. Mais c'était une demande très précise de l'architecte des bâtiments de France, qui a été respectée, négociée d'ailleurs, parce qu'on a fait un peu baisser quand même ce qu'il demandait, et l'ensemble des contraintes et des protections ont été présentées, et l'ensemble du dossier a été validé par l'architecte des bâtiments de France, afin que les choses soient faites dans les règles et que les permis d'aménagement soient déposés. Voilà. Toujours sur les plagistes, petite question, vous disiez que les occupants actuels avaient tous répondu à la première DSP, que 4 étaient actuellement en négociation avancée. Qu'est-ce qui a fait que pour les autres lots, vous ne soyez pas parvenu à un accord sur la première DSP? Merci. Alors sur les 4 qui ont répondu, je ne vais pas m'étendre, j'ai dit tout à l'heure, il y en a 3 qui sont en place actuellement, et une, là je rentrerai pas plus en détail, quelqu'un qui a répondu, qui n'était pas en place actuellement en plagiste, mais qui est de Menton. Voilà, déjà pour clore ce premier point. Ils ont tous répondu oui,
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un cahier des charges à respecter, et qu'une fois qu'ils ont répondu, il y a l'assistant maître d'ouvrage qui étudiait avec une quinzaine, je crois, d'items et de critères, si ça répondait, si ça répondait pas au cahier des charges. Il y a certains qui étaient éliminatoires d'office, d'autres qui pouvaient se discuter. Alors, une éliminatoire d'office, si on vous demande de faire des plages démontables, des structures démontables, vous commencez par répondre que ça ne sera pas démontable, c'est sûr que vous ne pouvez pas dès le départ être retenu. Ensuite, on vous demande un certain nombre de dossiers financiers, on vous demande un certain nombre de pièces administratives. Si ces pièces ne sont pas dans le dossier, ou si elles ne sont pas complètes ou mal remplies, on est obligé de reconnaître que ce n'est pas complet. Donc, une fois que toute l'étude était faite, et croyez-moi, ça a été fait les mêmes critères pour tout le monde, et les gens qu'on n'a pas retenus, on leur a envoyé le détail des points pour lesquels ils n'étaient pas retenus. Donc, c'est pas fait, on ne retient pas. Vous aviez, je ne sais pas, 10 ou 12 critères, et on expliquait pour qu'est-ce qui était en rouge, donc qui n'était pas bon, pour quelle raison, qu'est-ce qui était bon. Donc, à la limite, ils savent exactement où ils ont pêché, c'est marqué. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Une fois qu'on en a considéré qu'il y en a 4 qui répondaient à 90% de ce qui était demandé, et 2-3 points chacun qui fallait discuter, justifier qu'on discute, ils sont en train de l'arranger, c'est la raison pour laquelle c'est en attente et que ça doit passer le 27. Là, ça marche comme ça. Et c'est une commission qui a décidé, c'est une commission dans laquelle toutes les tendances du conseil, enfin majorité et opposition du conseil municipal étaient représentées, plus une personne qui représentait les services de l'État. Donc le choix, si vous voulez, d'écarter à la première DSP ou d'engager des discussions sur des points de détail avec les 4 ont été décidés à cette commission où, je dis, étaient représentés des élus de la majorité, de l'opposition et des services de l'État. Voilà. Pas d'autres questions? Je ne vais quand même pas inventer des questions pour les journalistes. Vous parliez tout à l'heure des travaux d'insonorisation. Est-ce que vous parlez d'acoustique ou simplement de restrictions et d'organisation particulière pour les établissements qui vont rester festifs avec des musiciens, des DJ? Comment ça se passe? Alors, un mot, puis je vais commencer par être plus général. C'est un des grands débats, pas qu'à Menton, mais entre autres à Menton. Bon, premièrement, Menton, je le rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, c'est une ville touristique, une ville qui accueille quand même pendant au moins 2 mois ou 3 mois des milliers de touristes. Et je peux concevoir qu'en juin, qu'en juillet et qu'en août, les gens ont envie de s'amuser, qu'ils aient 15 ans, 18 ans, 40, 60. Bon, et personne ne pourra dire qu'il n'y a pas d'activité à Menton nocturne, qu'il n'y a pas eu de concert, qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Ça, c'est le premier point. Donc, avoir une ville comme Menton où il n'y a aucune activité musicale ou touristique pendant la saison ou les périodes fortes, bon, ça me paraît inconcevable. Par contre, la moindre des choses, c'est qu'on assure le respect, si vous voulez, hors des périodes fortes, et même d'ailleurs pendant les périodes fortes, qu'il y a un minimum de respect des gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre la musique, qui travaillent le lendemain, qui ont besoin de se reposer et dormir. Donc il y a des règles qui sont strictes, à la fois sur des règles générales d'État, sur des puissances en décibels qui sont autorisées, et des horaires d'ouverture qui sont accordés par arrêté municipal. La règle, c'est 22h30. Bon, il y a des dérogations qui sont données, soit ponctuellement, soit suivant l'endroit. Pourquoi? Parce que quand c'est un endroit où ça gêne très peu de monde et que c'est un samedi soir, on peut autoriser 3h30, voire minuit. Il y a même un ou 2 cas où je crois on est à 1h du matin. Par contre, si les gens, si la musique passe des mariages, des soirées, etc., ou simplement on a envie d'écouter de la musique, si le commerçant ne respecte pas, même dans certains cas, même s'il le respecte, en général, on téléphone très vite à la police municipale pour signaler qu'il y a du bruit, que c'est pas possible, qu'on ne peut pas dormir. La police municipale se rend tout de suite sur place. Elle vérifie. Si l'horaire est dépassé et qu'il n'y a pas d'autorisation, on fait arrêter. Si l'horaire n'est pas dépassé et que c'est trop fort, on fait baisser. Et là, c'est fait de façon
Alors après, on a dans le cahier des charges conseillé aux candidats, quand ils allaient faire leur installation, de justement réfléchir. Il y a des façons d'insonoriser plus que d'autres. Alors ça coûte un peu plus d'argent, c'est vrai, on leur a demandé. Bon, ils vont le faire. Et on sera très vigilants là-dessus. Je voudrais donner un exemple. 2 exemples. On m'a personnellement appelé à 11h10, un samedi soir, il y a 15 jours, pour me dire que c'était un tintamarre inextricable le jour où il y avait la soirée des Suncox. Un appel. Et ça ne venait pas de personnes qui d'habitude appelaient à chaque fois qu'il y a du bruit à gare avant. Donc j'ai dit que bon, on en envoie, la police municipale s'est rendue sur place. Il était 11h10, un samedi 16 ou 17 août, je ne sais plus exactement. Bon, ils ont quand même demandé Le 12, pour être précis. Pardon ? Le 12. Le 12. Bon, ils n'étaient pas encore 11h, ils avaient pas jusqu'à 11h. Ils ont demandé la police municipale de baisser, ils ont en effet baissé, ils ont tout arrêté à minuit. Mais m'entendre dire que ce type de rassemblement, c'est pas digne des Mortonais, ça fait 30 ans que le Suncox dure, il continuera, on fera attention, et à un moment, il faut arrêter, il faut être raisonnable. Deuxième exemple, l'année dernière, les étudiants de Sciences Po ont demandé à faire une petite fête au niveau du Vieux-Port, en face de l'endroit, juste à l'entrée du KEJ. Ils avaient le droit jusqu'à 11h. À 9h30, j'ai des gens qui habitaient complètement de l'autre côté qui nous ont appelés en disant c'est insoutenable le bruit qui se passe, on ne peut pas dormir. 9h30, samedi soir. Bon, j'étais sur place, on a fait vérifier, bon, ils ont arrêté à 11h, il n'y a pas eu de problème. Je veux dire qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. C'est-à-dire que les gens, il y en a qui ne respectent pas, par contre, attention, il y a vraiment, on ne respecte pas, on ferme. Dans la rue piétonne, il y a 1 ou 2 commerçants qui râlent parce qu'ils n'ont pas droit, parce qu'ici, parce que ça. Un qui commence à se mettre au carré, qui ne servent pas des boissons quand ils n'ont pas de licence, et voilà, qui respectent. La règle, c'est la même pour tout le monde. Je veux dire, il faut quand même qu'on puisse apprendre à vivre ensemble. Si à partir de 9h30 dans une ville comme Menton, en juillet, en août, on n'a pas le droit de faire un seul bruit, non, ça ne me dérange pas, ça va choquer ce que je dis. Mais par contre, inversement, il n'est pas normal qu'un mardi, un mercredi, au mois d'octobre, alors que l'activité est beaucoup plus calme, qu'on fasse la jamar et la braque jusqu'à 1h ou 2h du matin pour empêcher les gens de dormir. Mais il n'y a pas 40 ans que ça se passe comme ça. Mais bon, c'est un sujet qui durera, à mon avis, chaque année, parce que c'est comme ça, il faut apprendre à vivre ensemble. Mais on a demandé vraiment des efforts sur la sonorisation, et pas seulement que sur les plages, systématiquement. Chaque fois qu'un commerce, je dirais, qui justifie qu'il y ait de la musique, qu'il y ait un spectacle, qui chaque fois, ils doivent d'ailleurs demander l'autorisation. Sur la place Fontana, il y a eu un soir un spectacle fait par un des bars ou restaurants qui étaient présents, manque de pause, il faut que chacun fasse des efforts. C'est comme pour les incivilités. Quelqu'un qui roule en trottinette sans casque, 135 €, alors dire c'est décalage, c'est déjà dire oui d'accord, sauf si ton tu. Et deuxièmement, il n'a pas roulé sur le trottoir. Voilà. Et pour votre information, puisque vous êtes tous journalistes, je vous signale quand même que depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, il y a eu 1000 PV de dressés, alors pas pour les trottinettes, 1000 PV de dressés pour toutes les incivilités, retraite permis de conduire, dépassement, vitesse sonore, crotte de chien, enfin tout. 1000 PV, alors on ne peut pas dire que la police municipale ne fait rien. Chaque semaine, il y a 2 ou 3 opérations de coup de poing qui se déroulent à des endroits différents dans Menton. Mais, je ne peux pas mettre un policier dans chaque rue, pas possible. Et 2, il faut savoir que vous avez aujourd'hui 7 postes de la police municipale qui sont ouverts, mais on n'a pas trouvé les candidats. Puisqu'on ne peut pas non plus prendre n'importe qui comme policier municipal. Voilà pour clore sur ce point-là, parce que franchement, c'est un sujet qui est important, parce que je comprends très bien, moi, le premier, que les gens sont... Puis c'est pas une France, c'est pas propre à Menton. Il y a des articles dans ce matin très bien faits où les gens étaient interrogés sur... Les gens sont fatigués de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est incivilité, encore plus depuis le Covid, parce que pendant certaines périodes, les gens ne bougeaient pas, sortaient pas, on faisait rien, donc c'était silencieux. Mais bon, la vie reprend normalement. Par contre,
On n'a pas besoin de gens qui roulent à 90 à l'heure en moto, qui s'imaginent à Montlhéry ou ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va tout faire pour qu'on vive bien ensemble à Menton dans de bonnes conditions. D'autres questions? Ah, là, oui. Une toute petite question au sujet du stationnement qui est actuellement encore gratuit sur tout le boulevard jusqu'à la frontière. On parlait des prix qui vont peut-être augmenter. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le stationnement permanent? Je vais vous répondre avec plaisir, ma chère amie. Alors, premièrement, comme on l'a annoncé, et comme ça a d'ailleurs été appris par nos confrères, avant la fin de l'année, on va faire une très très grande enquête auprès de la population mentonnaise sur tout ce qui concerne la circulation et le stationnement, de telle manière qu'une fois qu'on aura dépouillé et étudié cette enquête, on aura un certain nombre de décisions à prendre. Mais avant de prendre ces décisions, qui seront bien sûr présentées dans les commissions, au conseil municipal, il y aura donc cette grande étude, cette grande enquête qui sera faite auprès de tous les Mentonnais sur circulation, stationnement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, tiens, je vais vous poser une colle. Vous avez à Menton 11 000 places de stationnement sur le territoire de la ville de Menton. 11 000. Combien sont payantes? Allez, il y en a 3 au moins, vouliez-vous donner des réponses? Combien sont payantes sur les 11 000? 1000. 1000? 1000. Non, 8 000. 3 000. 1000? Enfin, vous avez des tuyaux, c'est pas possible. 3 000. Alors oui, en effet, sur 11 000 places de stationnement, il y a 1000 places payantes à Menton. C'est-à-dire qu'il y en a 10 000 qui ne sont pas payantes. Quand c'est pas payant, on reste, on ne bouge pas, surtout quand on est en centre-ville. On laisse sa voiture des fois pendant plusieurs jours, pas payant, on en profite. À Roquebrune-Cap-Martin, je connais une qui est juste à côté de nous, il y a 10 000 places de stationnement à Roquebrune-Cap-Martin. 9 200 sont payantes. Et pareil sur les autres communes. Alors, on va augmenter le nombre de places payantes de stationnement, oui, je l'ai dit et je le redis, mais pas n'importe comment, c'est pour ça d'abord qu'on fait une enquête auprès de tout le monde. Et deuxièmement, l'objectif, c'est pas de mettre en payant des places qui se trouvent en haut spécialement de telle vallée ou telle vallée, c'est déjà de voir à quel endroit on va le mettre, là où on permet de faire, surtout dans les endroits où il y a des commerces, de faire bouger, de ne pas avoir un blocage permanent, dans des axes où on n'a pas trouvé la solution idéale, comme le Carrel, qui sont déjà en partie payants, puisqu'il y a comment dire, un système avec un disque pour que les résidents payent moins cher. Et je vous donne un exemple. Quand on a mis en place le disque, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai validé, hein, quand je ne me retranche pas là-dessus. C'était l'idée la plus ancienne et la plus simple, on n'avait pas utilisée, c'est celle-là dans le fond qui marche le mieux. Il y a des gens qui avaient leur numéro de voiture, justifiaient qu'ils habitaient dans le Carrel de Borigo, et ils nous disaient, bon, très bien, on a compris, etc. Mais on est embêté parce qu'on a nos enfants qui viennent en juillet ou en août, comment ils vont faire? Est-ce que je peux pas en avoir une de plus? Non, on peut pas. Par contre, vous venez fin juin avec le numéro de voiture de vos enfants, leur pièce d'identité, vous signez sur le verre un certificat comme quoi c'est bien votre famille, et on verra pour faire appliquer le tarif. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que en cette saison, tout le monde avait des enfants, de la famille, etc. On s'est retrouvés, on nous a demandé 3 fois autant de disques que les habitants du Carrel. On ne l'a pas fait, on n'a pas cédé. Donc on est en train de réfléchir, c'est pour ça qu'on fait cette enquête, éventuellement à donner un disque qui soit un disque différent, mais qui soit un peu plus cher que le disque des résidents. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez ce problème dans le Carrel, dans le Borigo. Pourquoi? C'est qu'en 1955-60, tous les immeubles qui ont été construits ont été sans parking. Donc vous avez une multitude d'immeubles et de résidences qui étaient sans parking. Donc aujourd'hui, les gens ont une voire 2 voitures dans certains cas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se garer dehors. Et vous avez en plus pour des parkings et qui ne gardent pas leur voiture dans le parking parce qu'ils préfèrent garer devant que de descendre dans le parking. Et surtout, ça permet au mois de juillet de louer le parking. Donc oui, il y a un problème de stationnement. Donc on fait cette étude, on va regarder, on va remettre des places à certains endroits en payant pour faire tourner. On a d'autres solutions, mais pour l'instant, j'en parle pas, on attend. On va peut-être élargir les zones bleues
Carrel Borigo à des rues adjacentes pour être plus objectif par rapport à des gens qui sont vraiment tout à côté et qui pour l'instant ne bénéficient pas. Et chaque fois qu'on pourra, on essaiera d'augmenter le parking souterrain. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire un parking souterrain comme ça. Là, on peut trouver l'endroit. Deux, ça coûte très cher. Mais quand il y a une ou deux opérations immobilières qui se font, qui correspondent à une demande, on essaie toujours, quand la loi oblige 150 places de parking, de voir avec des partenaires si on ne peut pas en faire 100, 150 de plus pour augmenter. Mais bon, c'est le sujet. Et si quelqu'un a une solution miracle, je suis preneur. Voilà. Bon, bah écoutez.